fin de la journée. Je me présente, je m'appelle Anne et je dirige un centre de formation qui s'appelle Vibre, comme vibrer, qui est un centre de formation qui forme au métier de sophrologue, mais pas que, qui forme aussi les praticiens, les thérapeutes et les coachs à développer leur activité. Pourquoi moi, j'ai plutôt un profil entrepreneurial. Je viens du monde du marketing et de la communication. Et je l'aime, ce monde-là, à partir du moment où il est aligné, il est vrai, il est authentique. Donc là, je ne vais pas vous parler de sophrologie. Je vais plutôt vous apporter humblement mes conseils pour vous aider finalement à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer, pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre reconversion professionnelle. On va voir qu'il y a 3 étapes, il y a plusieurs étapes donc. Alors, là, il n'y en a pas 3 en l'occurrence, mais on va avoir vraiment toute l'étape préalable de la recherche de ce qui nous fait vibrer, la recherche de son envie profonde, qui est une étape nécessaire. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a déjà des personnes qui ont commencé une reconversion professionnelle. Vous avez déjà commencé, vous aussi, vous avez déjà commencé. D'autres, peut-être, ici, se posent encore la question de quoi ? Donc ici, on est plutôt dans la question de comment je me sens et quoi. Okay ? Ensuite, on va avoir une autre étape qui va plutôt être autour du pendant. Donc on va traiter l'avant, le pendant. Le pendant, c'est à un moment quand j'ai identifié le quoi, c'est comment je vais me former, qu'est-ce que je choisis, à la fois en termes de formation, mais aussi ensuite comment je prépare mon lancement professionnel. Et juste après, après la formation, après avoir déterminé ce qui me fait vibrer et ce que je veux mettre en place pour moi, c'est quelques pistes précises, pragmatiques et pratiques pour développer cette activité, ou en tout cas mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir pérenniser cette activité qui me tient à cœur, cette reconversion qui me tient à cœur. Okay ? Donc, sur cette 3e partie, c'est précisément le marketing du thérapeute. Okay ? Donc la première question, c'est comment je me sens aujourd'hui à cette place que j'occupe, que je travaille ou que je ne travaille pas. Est-ce que je me sens crevée, fatiguée? Est-ce que je me sens énervée? Il y a de l'injustice? Est-ce que j'ai une perte de sens? Ou au contraire, est-ce que le rythme convient plutôt bien, mais en effet, j'y trouve pas de sens, etc. Donc c'est me poser la question de comment je me sens. Par rapport à ça, pour vous aider, il y a un modèle qui s'appelle le modèle PERMA, qui est intéressant. Donc PERMA, c'est un acronyme, hein, vous l'aurez compris. En fait, on commence par les émotions. Quel type d'émotions je ressens aujourd'hui dans ce que je suis en train de vivre? Est-ce que je ressens des émotions positives? Exemple. Est-ce que je ressens de la joie? Est-ce que je ressens un certain plaisir, une certaine sensation de calme dans ce que je vis aujourd'hui dans mon activité? Est-ce que je ressens que j'ai une certaine bienveillance? Est-ce que je ressens que ça me pousse un peu à l'audace? Donc là, on est autour des émotions positives. Vous allez voir que par rapport à ce modèle PERMA, dès qu'on répond à ces questions-là, on commence à identifier des pistes de non-satisfaction de notre besoin qui peut ensuite permettre de dégager un premier chemin. L'engagement, c'est une notion très importante qui fait qu'on se sent à sa place. Est-ce que j'ai envie de m'impliquer dans ce que je fais? Si j'ai pas envie, là déjà on peut se dire ça tiraille un peu. Est-ce qu'à un moment donné j'ai envie de déployer de l'énergie, du temps, même si là j'avais prévu d'être plutôt occupée à autre chose, mais là j'y vais, j'ai un sens des responsabilités, une concentration, une attention. Là ça veut peut-être aussi dire, ça donne des pistes, ça donne des éléments de réponse. Le 3e point dans le modèle PERMA, c'est la relation positive. Comment je me sens avec les gens qui m'entourent dans mon activité? Est-ce que par exemple, je suis plutôt dans le partage? Est-ce qu'il y a une vraie relation de confiance? Ou est-ce qu'au contraire, ça me manque et j'ai envie de retrouver ça? Ça, c'est le 3e élément. Le 4e élément, c'est la mission. Et donc, dans ma mission, c'est comment je me sens, en fait. Est-ce que j'ai un rôle? Est-ce que j'œuvre à quelque chose de plus grand? Est-ce que je me sens, quelque part, valorisée par rapport à ce dans quoi j'œuvre? Ça nous permet aussi de nous mobiliser, la mission. Et le dernier élément du modèle PERMA, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, je me réalise, j'atteins des objectifs? Donc, tout ça, ce sont des pistes de réflexion
qui viennent identifier si vous satisfaisez vos besoins ou si au contraire, vous pourriez trouver des solutions pour les satisfaire davantage. Donc, moi, je vous conseille de vous faire accompagner par exemple, un coach ou dans le cadre d'un bilan de compétences sur cette étape préalable de définir le quoi et le pourquoi. Dans ce processus individuel et personnel, il y a aussi la question des valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc là, je vous donne quelques exemples. Vous avez des listes de valeurs qui sont importantes. Et parmi ces listes-là, c'est OK, dans quoi, qu'est-ce qui me correspond le plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et au-delà de ça, au-delà de définir quoi, c'est surtout essayer d'illustrer. Donc moi, par exemple, je suis très sur la sémantique, j'adore les mots et je trouve que chaque mot a son sens et a sa nuance. Mais je suis aussi très visuelle, donc j'ai besoin de lier la sémantique au visuel pour pouvoir comprendre complètement et être aspirée par l'idée. Et là, c'est un exemple, hein, c'est le tableau de quelqu'un que j'ai accompagné. Et donc, à travers, par exemple, l'authenticité, donc ça, c'était ses grandes valeurs, les grandes valeurs qui étaient importantes pour elle. Elle a déterminé d'autres mots sous-jacents. Exemple, derrière l'authenticité, il y a le côté vrai, la transparence, l'honnêteté, le respect. Et elle a essayé de se dire, OK, comment je pourrais illustrer cette grande valeur de l'authenticité? Et voilà, on a trouvé une image sur le côté un peu balai masque. Ça, c'est un exemple. Et le fait de l'illustrer visuellement, ça vous apporte, ça insuffle un peu le mouvement en vous. Ça vous apporte une certaine dynamique. De même, vous avez le travail sur les valeurs et le travail sur les forces de caractère. Donc là aussi, il y a des personnes qui sont complètement compétentes pour vous accompagner dans les forces de caractère. Dites-vous juste qu'il y a 4 éléments très importants qui vont déterminer quelles sont vos forces de caractère. C'est ces 4 mots-là. Quand à un moment, la force de caractère, elle devient évidente pour vous, c'est qu'elle vous apporte de l'énergie. Moi, par exemple, quand je suis dans un travail de créativité, ou quand je suis dans l'amour, parce que ça fait partie de mes 2 valeurs importantes, quand je dis dans l'amour, pas amoureux, mais en tout cas dans la générosité, dans le lien à l'autre, eh ben, mon corps, il change. Mon langage corporel, il se transforme. J'ai les épaules un peu comme ça, je me sens plus dynamique, plus ancrée. J'ai les yeux qui pétillent, j'ai tout de suite le smile. Voilà, on sent bien que mon teint change, que je suis un peu plus activée, dynamisée. Mon cœur, un peu plus rapidement, un peu plus fort. J'ai de l'entrain, quoi. Limite, j'ai envie de sautiller. Vous voyez, mon langage corporel, il se transforme. Parce que ça vient appeler quelque chose qui vient des tripes. Donc, j'ai plus d'énergie, mais j'ai aussi plus de force. Je peux déployer beaucoup plus de force. Je suis aussi dans le plaisir, donc j'ai plus de sourire, j'ai plus d'entrain, plus d'enthousiasme. Certainement, je fédère davantage. Et plus de performance. Quand je vais chercher une de mes forces de caractère, ou en tout cas quand je l'appelle. Donc la performance, ça veut dire que j'ai plus de talent naturel à faire cette force de caractère. Voilà, un petit exercice aussi intéressant. On n'a pas le temps, là je vous donne quelques bonnes pratiques. En effet, là je ne suis pas du tout là pour vous vendre nos prestations, je suis vraiment là pour vous aider, vu qu'on croise tellement de gens qui sont dans ces problématiques de reconversion professionnelle. Là c'est un petit exercice où à un moment donné vous vous installez et vous vous imaginez votre vie idéale, vie professionnelle idéale, c'est-à-dire, ok, je m'installe confortablement. Si je pouvais choisir dans quelle vie idéale je me vois, quelle vie professionnelle, c'est-à-dire ce serait quoi mes horaires, mon cadre de vie professionnelle, les liens que j'aurais avec les autres. J'essaye de réfléchir à tout ça et de me projeter. Peut-être que ça viendra, vous allez être inspiré, peut-être que pas du tout. Mais en tout cas, c'est un exercice qui peut être intéressant. Vous pouvez être accompagné par quelqu'un qui peut vous faire une séance comme celle-ci. On est plus là de l'ordre de la sophrologie dans la visualisation, mais vous pouvez aussi le faire assez facilement. Et une fois qu'on a commencé à sentir ce qui était important pour nous et notre potentiel par rapport à cette posture de praticien thérapeute, parce que là, la thématique, elle est réellement ciblée sur cette posture-là,
Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « mais je sais pas, j'hésite un peu entre sophrologue, réflexologue, faire du massage parce que j'aime aussi le toucher, etc. » Je leur dis déjà, il y a plusieurs questions qui sont intéressantes à se poser. C'est est-ce que vous avez réfléchi à votre posture? Est-ce que vous êtes plutôt dans le soin? Donc je transmets, je donne. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'accompagnement? Dans la transmission des clés de l'autonomie vers une prise en charge de votre mieux-être. Ce n'est pas tout à fait la même posture. Quand on fait un soin Reiki, quand on fait un soin de réflexo, même s'il y a de la parole, on n'est pas du tout dans la même posture que quand on est naturopathe ou quand on est sophrologue. Okay? Les accompagnements sont un peu plus longs pour la deuxième partie et l'accompagnement oral aussi n'est pas tout à fait le même. De même, est-ce que vous êtes plus touché? Vous avez besoin du toucher, vous avez besoin du corps, ou est-ce que pas du tout? Il y a des gens qui disent « Ah non, moi je peux pas ». Ok, ça c'est ok, c'est très bien déjà de se le dire. Au contraire, ben non, moi j'en ai besoin, j'ai besoin de toucher les gens. Ok. Est-ce que j'ai envie d'une approche généraliste, une approche globale, holistique, avec plusieurs cordes à mon arc? On a par exemple, nous, des gens qui viennent chez nous qui commencent par un socle généraliste de praticien pour travailler la posture, donc sophrologue pendant 2 ans, et après se forment au métier, alors plutôt à la technique d'hypnothérapie, EMDR. Voilà, ils viennent avoir plusieurs cordes à leur arc. Ça, c'est intéressant aussi. Mais c'est pas obligatoire. Chacun le fait comme il le sent. Mon conseil là-dedans serait plutôt de bien ancrer chacune des formations, de bien la pratiquer, de travailler sa posture pour ensuite se dire ok, de quoi j'ai besoin de plus pour accompagner au mieux et me sentir vraiment à ma place. Un public particulier, une spécialisation particulière par exemple, c'est vrai que beaucoup de personnes dans notre école sont très intéressées par la question de la souffrance au travail. Ok. Beaucoup d'autres personnes sont très intéressées par l'accompagnement dans la douleur et au travers, enfin, dans la maladie d'une façon plus générale, pendant ou post-maladie. La périnatalité, vous voyez, déjà là, on est sur 3 publics très différents et 3 thématiques très différentes. Certaines peuvent se croiser d'ailleurs. Mais voilà, là aussi, il y a peut-être des choses qui vont vous parler ou pas du tout, et c'est OK aussi. Une fois qu'on a choisi sa pratique, eh bien, vient le choix de la formation. Quelle est la bonne formation? Finalement, c'est compliqué de répondre à cette question. Il n'y a pas de bonne formation ou de mauvaise formation. Ce qui est important, c'est que vous choisissez la formation qui vous correspond. Celle qui correspond à votre besoin. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup, des formations. C'est qu'elles répondent à des besoins très différents. Par exemple, nous, on a des personnes qui sont EduxP, qui veulent venir se former à la sophrologie. Mais pour eux, pour 3 EduxP différents, il va y en avoir un qui va dire « bah oui, mais moi je veux juste apprendre à faire un peu de technique pour pouvoir intégrer ça dans mes protocoles d'accompagnement des enfants handicapés ». Et l'autre qui dit bah non, moi je ne veux plus faire ce métier-là, je veux vraiment devenir sophrologue, accueillir des gens en cabinet chez moi ou en cabinet, ou intervenir dans des structures, des collectivités, des associations, des entreprises. Ça me ferait vibrer. Ok, on est sur déjà 2 profils, au demeurant un peu similaires, mais avec des besoins très très différents. Du coup, la personne qui veut plus apprendre quelques techniques de sophrologie, je vais plutôt l'orienter vers une autre école que la nôtre, qui va être une formation plus courte. Voilà, parce qu'elle va l'intégrer très rapidement dans son activité professionnelle. Et l'autre qui a vraiment envie de devenir, j'insiste vraiment sur cette notion de je me transforme, je deviens praticien thérapeute, je deviens accompagnant. On ne devient pas accompagnant en 3 mois, ce n'est pas vrai, ça s'apprend. Il y a une posture professionnelle, vous avez une responsabilité. À la fois, vous ne pouvez pas vous mettre en difficulté et vous ne pouvez pas mettre l'autre en difficulté. Donc la pratique, la posture se travaille. Et donc là, en effet, si quelqu'un me dit ça, je veux devenir, déjà, on va plutôt vous orienter vers des formations de 18, 24, 30 mois et plus. Voilà, donc selon les besoins des gens, c'est important aussi d'écouter tout ça. Nous, on n'est juste pas là pour vendre, absolument. On est là pour aiguiller la personne, que ce soit adapté. Si la personne, elle va dans une formation qui ne lui correspond pas, parce que ce ne sont pas les valeurs, ce n'est pas le rythme, l'organisation,
où la vision, ça ne sert à rien. Elle est là pour se déployer. Donc autant que ce soit avec la personne ou l'organisme le plus adapté. Donc c'est intéressant aussi d'arriver serein et de se dire, cette formation, elle répond à mon organisation personnelle. C'est aussi pour ça qu'il y a des formations qui ont lieu le week-end, d'autres en semaine, d'autres de manière condensée toute la semaine, d'autres 2 jours toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou tous les mois. Ok, ça c'est aussi très intéressant de s'autoriser à identifier nos limites et les choses dont nous avons besoin en termes organisationnels. Le présentiel, le distanciel, c'est aussi un autre critère très important, sachant qu'en effet, voilà, nous, on est plutôt sur une formation long terme, présentielle, donc je vais plutôt avoir cette conviction-là sur la pratique de la sophrologie, sur le présentiel. Mais voilà, chaque pratique est différente. Les valeurs vont être quelque chose de très important aussi, l'état d'esprit de l'école ou du centre de formation dans lequel je me trouve. Si j'ai besoin d'un accompagnement personnalisé, où je ne suis pas juste un numéro, c'est important aussi que je repère ça dans toutes les offres. Si au contraire, j'ai pas trop envie de ça, j'ai juste envie de faire mon petit bonhomme de chemin, ben là aussi, vous allez essayer de sentir un peu tous les indices à travers la communication et les échanges que vous allez avoir. Et là, tout est OK, il n'y a pas de jugement. Ça aussi, c'est très important. Dans chaque pratique, il y a des courants qui sont variés, qui sont pluriels. Vous allez pouvoir vous retrouver dans certains courants ou pas. Exemple, en sophrologie, vous avez la sophrologie caïcédienne traditionnelle et d'autres courants. Et là aussi, peut-être qu'il y en a qui vont vous parler, vous allez vous dire, bah non, moi j'ai plutôt envie d'une approche personnalisée, une approche par besoin, sous besoin perturbé. Et donc, en ce sens, la sophro-caïcédienne tradie ne me convient pas parce qu'on ne peut pas s'adapter autant aux gens. Ou au contraire, j'ai besoin de repères, de protocoles assez figés et moi, ça me convient. OK. En revanche, là où vraiment je vais insister, ne pas laisser passer ça, c'est la pratique. La pratique, la pratique, la pratique. C'est ce qui fait que vous allez devenir. C'est ce qui fait que votre posture professionnelle va pouvoir évoluer, que vous allez prendre conscience de comment vous opérez cet accompagnement. Donc ne lésinez pas sur la pratique. Dans votre choix de formation, ça doit être essentiel. Je fais le lien avec ce slide-là. La pratique, pourquoi ? Pour essayer de trouver le juste équilibre entre l'alliance et la distance thérapeutique. Créer l'alliance avec son client ou avec son patient, tout en étant dans cette juste distance. Éviter les transferts, éviter les relations un petit peu floues. Ok ? Ah bah oui, je me mets à sa place parce que moi aussi j'ai vécu ça, ça me parle beaucoup, bah ouais, on a des choses en commun. Non, non, je prends cette juste distance, ok ? Pour identifier davantage et mettre en place quelque chose de plus adapté. Donc un autre de mes conseils, c'est aussi lié à la pratique, c'est la supervision. Faites-vous superviser. Pendant votre formation, si la formation le permet, souvent, non, ça dépend. Dans certains centres de formation, vous avez des immersions professionnelles qui sont supervisées. Donc allez-y. Et après votre formation, faites-vous superviser par un professionnel, un expert, qui pourra aussi vous aider à prendre du recul justement sur votre pratique. Okay, et à évoluer en tant que professionnel. Tout ça, c'est la question de je prends confiance en moi. Je me connais à la fois à titre perso, mais aussi à titre professionnel. Je comprends les réflexes que j'ai pu avoir. Je prends du recul sur, par exemple, l'écoute active que je pensais complètement acquise et qui finalement avait peut-être un besoin un peu de travail. Voilà, c'est un autre regard. Ok, bon, bah, on a pratiqué, on s'est formé, tout ça. Maintenant, on commence à préparer son lancement professionnel. Donc, c'est vrai que une fois formé, ça peut arriver d'avoir envie tout de suite de s'installer. J'y vais là, j'y vais, je me lance, j'en parle à tout le monde ou j'en parle en demi-mesure et j'attends que ça arrive. Moi, dans une autre, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles d'entrepreneur et dans une ancienne vie, j'avais créé un site où je m'étais dit, bon ben voilà, mon site il est lancé, maintenant les gens vont pouvoir acheter mes produits. Et j'étais limite derrière l'écran en train de me dire, alors, ben, ils viennent pas, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils viennent pas ? Ben là, c'est un peu ça aussi.
Ça ne se fait pas comme ça. Donc on a vu qu'il y a déjà la notion de confiance, la notion de pratique. Il y a aussi la notion de bonne préparation commerciale, entre guillemets, hein, la bonne préparation du terrain. Donc on va voir qu'il y a plusieurs choses. Donc là, évidemment, on est un peu pressé par le temps, mais en tout cas, les idées importantes que vous devez et que je vous invite à retenir, on est un peu moins dans l'injonction en disant ça, c'est de travailler sur son identité professionnelle. C'est vrai que quand on travaille sur une pratique, on a travaillé déjà sur soi, sur son identité personnelle. Et bien là, je vous invite à tisser ce lien, ce petit fil doré entre qui vous êtes à titre personnel et qui vous avez envie d'être à titre professionnel. Ok ? Quel praticien j'ai envie de devenir ? Avec quelle valeur, avec quelle conviction, quelle motivation ? C'est très très différent. Je peux être Anne à titre personnel, aimer telle ou telle chose, avoir envie de faire ça, d'œuvrer au monde, mais par contre à titre professionnel, j'ai quelques curseurs qui sont un peu différents. Ok ? Donc là aussi, il y a des méthodologies pour travailler cette identité professionnelle, pour trouver votre ADN, trouver votre différenciation. Parce qu'en se différenciant, en fait, on travaille son identité, on existe davantage et surtout, on va parler davantage à l'autre. Souvent, en fait, et ça, moi j'ai fait cette erreur-là aussi dans le passé, j'avais envie d'être hyper généraliste et limite de savoir tout faire. Alors moi, je sais faire ça. Sauf qu'à un moment donné, quand vous dites que vous savez faire 25 choses, ça parle à personne. En revanche, je ne sais pas si vous êtes hypnothérapeute et que vous dites « je suis spécialisée dans l'arrêt du tabac », bon bah, c'est hyper clair. Il y a des gens à qui ça ne va pas parler, mais ce n'est pas très grave. Au moins, si vous avez défini que vous aviez envie d'être spécialisé dans l'arrêt du tabac, les personnes vont comprendre exactement ça parce que bon, il n'y a pas à tergiverser, c'est quand même assez clair comme message. Ok ? Et vous n'allez pas vous dire, bon, bah, j'ai croisé quelqu'un, finalement, je ne sais pas trop pourquoi il est là, etc. Donc, vous allez parler davantage à un public cible qui vous intéresse, en étant plus précis, plus clair, plus spécialisé, plus différencié, une fois que vous aurez travaillé ce travail-là. Hein, c'est un peu redondant ce que je viens de vous dire. Sur cette identité et sur la manière dont vous aviez envie de travailler. Une fois que vous avez travaillé votre identité professionnelle, c'est intéressant de travailler son offre. Alors là, c'est pareil. Oh ben moi j'ai envie de recevoir mes clients dans mon cabinet. Ok, puis les séances, c'est 60 €. Ok. Et ah ben c'est tout, c'est déjà pas mal. Ah, eh bien non. Enfin, excusez-moi, hein, ça fait un peu jugement, mais en effet, c'est intéressant de se poser la question de dérouler un peu toute son offre. Par exemple, je suis sophrologue, eh bien, j'ai envie de recevoir en cabinet, donc en séance individuelle. J'ai aussi envie de proposer des packs avec peut-être 5 séances, un pack de 5, un pack de 10 par exemple. À combien ? Ah ok, c'est déjà une question aussi assez précise. Mais j'ai aussi envie de faire des séances collectives, des séances de groupe. Ah ok, autour de quelles questions ? Je ne sais pas moi, la périnatalité par exemple, auprès de certaines associations. Ou au contraire, autour de la vieillesse, l'accompagnement en fin de vie, la personne âgée. Ok, donc là on est dans d'autres structures, plutôt santé, plutôt asso. Voilà, donc essayez de définir aussi tout ce qui vous intéresse, tout ce qui vous fait vibrer finalement. Mais ça peut être aussi, en tant que sophrologue, j'habite en bord de mer, ben moi je me vois bien, j'adorerais faire des marches phoniques. Ok, des marches phoniques de groupe, et de femmes par exemple. C'est quelque chose qui me parle. Ok, ben c'est super, vous avez trouvé un truc là, avec cet élément mer, océan. Ok, donc déjà on voit bien que là on n'est juste pas que dans la séance en fait. Il y a peut-être d'autres choses qui se mettent en place. Ça peut être un stage, ça peut être un week-end, ça peut être un stage ou une journée lien parent-enfant autour de la découverte des émotions et des sensations. Ce sont des exemples. La deuxième chose, en dehors de la séance, il se passe peut-être d'autres choses dans la matière, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des produits qui vous intéressent ? Par exemple, si vous êtes thérapeute, eh bien, vous avez envie de faire des audios, soit généralistes, génériques, que vous avez envie d'offrir, ou au contraire, des audios personnalisés, parce que vous êtes thérapeute auprès des jeunes enfants et vous voulez faire un audio personnalisé, par exemple pour accompagner l'enfant dans le sommeil ou dans la gestion de ses émotions. Eh bien, les audios personnalisés, je vais les facturer
À combien? Ok. Ça, c'est des questions. Vous avez envie de faire un jeu autour de la roue des émotions, un jeu de cartes autour des forces de caractère, des émotions. Allez-y, faites-vous plaisir. Là aussi, ça peut être quelque chose que vous pouvez proposer dans votre offre globale. Mais les ressources aussi. Par exemple, moi, quand je sors de chez ma sophrologue, eh bien, elle m'envoie tout le temps déjà un bilan, chez ma naturopathe aussi, et puis parfois des ressources, des livres, des podcasts, des choses pour venir nourrir ma réflexion en lien avec nos échanges. Là aussi, écrivez ce qui vous fait plaisir, là où vous vous sentez complètement en phase. Ok, ça c'est moi, ça. Si je fais tout ça, ça c'est moi. Ou alors, c'est pas moi, c'est trop. Moi, j'ai vraiment envie d'être stricto sensu sur cet accompagnement-là, tout ce qui se passe en cabinet, et après, non. Ok? J'arrive à la fin. Après tout ça, donc je me suis définie, j'ai structuré mon offre. Eh bien, je pense à travailler sur mon écosystème, sur mon environnement qui est vertueux. Ok? Donc, je suis ici, c'est mon activité. Peut-être qu'autour de moi, j'ai des prescripteurs qui peuvent parler de moi. Médical, paramédical, école. Quels sont les réseaux qui existent autour de moi? Bon, là, j'ai cité un exemple, Femmes de Bretagne. Quels sont les assos autour de thématiques précises qui me parlent aussi, qui sont complètement en lien avec mon objectif de public et de thématiques abordées? Les collectivités, les entreprises privées, les centres de formation dans lesquels j'ai envie d'intervenir, pourquoi pas? Des centres de bien-être, par exemple. Je sais que nous, on a des sophros qui interviennent chez June, à Nantes, mais dans d'autres aussi, centres de bien-être. C'est une façon de créer son réseau. Les concurrents, la concurrence est bonne. Ayez confiance dans vos concurrents. C'est légitime. Vous pouvez construire des collaborations avec eux, en pluridisciplinarité ou en complément. Voilà, tout est vertueux. Définissez vos clients. Donc, tout ça, c'est peut-être qu'il y a des choses auxquelles vous ne pensez pas, mais le fait de les écrire déjà et de mettre des choses à l'intérieur, de dire, OK, dans les prescripteurs, je pense à qui? Autour de moi, en local, il y a quoi? Tiens, il y a un ergothérapeute, la question de la sophrologie le touche beaucoup, ça peut être intéressant d'aller le voir et de voir ce qu'il en pense. OK. Le médecin généraliste, là autour, lui aussi, il est vraiment sensible à ça, dans la gestion des émotions. Il n'a pas envie de prescrire des calmants, etc. Il est vraiment dans la notion naturelle des choses. OK, j'y vais. Et puis peut-être qu'en déroulant le fil, vous allez avoir toute une liste de potentiels réseaux vertueux. Vous allez dire, waouh! Après, c'est par où je commence. Là aussi, bon, c'est intéressant. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est plutôt travailler sur des mots-clés qui correspondent à la fois à votre structure d'offre, à votre clientèle, à vos valeurs et à votre différenciation. Je vous laisse prendre en photo. Bon, ce sont des exemples basés sur un de mes clients. Mais là aussi, essayez de mettre des mots. La sémantique va être très importante. Si vous avez envie de travailler avec des images, faites-le aussi. Ensuite, j'adore ça. Ça, c'est le parcours client, c'est l'avant, pendant, après. En marketing, on parle beaucoup comme ça, l'APA. Qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant, qu'est-ce qui se passe après? Comment mon client rentre en contact avec moi? Ça peut être mon site, un prescripteur. Ça peut être tous les réseaux sociaux, les référenceurs, les événements, les réseaux. Qu'est-ce qui se passe pendant? Mais en effet, je fais quoi pendant? Je mets de la musique, je leur offre un thé, il y a un parking. Est-ce que je fais ça en visio? Est-ce que j'accepte les CB? Par exemple. Qu'est-ce que je fais après? Ah ok, est-ce que je leur transmets un compte rendu? Est-ce que je les abonne à une newsletter avec du vrai contenu? Je ne sais pas moi. Est-ce que je leur fais des audios, etc. Essayez de réfléchir finalement à votre parcours idéal à vous qui vous fait rêver. Et dans le même temps, essayez de vous dire, ok, ça me parle. Ça me parle pas du tout. Je ne me vois pas du tout travailler sur Instagram, par exemple. Ça, j'assumerai pas du tout. Donc, dans ces cas-là, vous le barrez. Et vous choisissez, c'est pas exhaustif, vous choisissez les canaux de contact avec lesquels vous vous sentez complètement à l'aise. Ok? Vous n'avez pas l'impression de vous corrompre pour développer votre activité, mais au contraire, vous allez vous dire, ok, ça, je me sens bien là, je me sens bien, je me sens à ma place. Et enfin, parmi tout ça, donc, je passe la question budgétaire, c'est important quand on a identifié ces différents canaux d'essayer de se dire je suis capable de ou je délègue et j'investis ou j'investis pas. Et une fois qu'on a défini tout ça, on réalise son rétro-planning. C'est important de timer aussi les actions parce que vous avez opéré une mise en mouvement,
Maintenant, il faut qu'elle s'opère en cohérence. Quand on fait une action de com, par exemple, ou de commerce, de manière un peu aléatoire ou solo, c'est compliqué parce qu'on a besoin d'une cohérence pour que tout ça se soit vertueux, hein, que ça vienne soutenir les autres actions. Donc là, c'était mon dernier conseil. Effectuez un rétro-planning pour avoir une visibilité dans le temps et vous donner un objectif d'accomplissement. Voilà, je pense que le timing est terminé. Donc ce n'était pas tout à fait mon dernier conseil, c'est plutôt la question de votre organisation. Il y a plusieurs manières d'organiser votre vie professionnelle et votre vie personnelle, d'avoir cet équilibre-là. Et dans les accompagnements, en fait, on essaye de définir ce qui vous correspond. Est-ce qu'on est plutôt dans du time boxing? Ça me correspond mieux. Le time boxing, c'est un terme anglais qui va définir, tout ce qui est comme réseaux sociaux, je le fais tous les lundis matin. L'administratif, c'est tous les lundis après-midi, par exemple. Mais tout ça sont des guides qui vont vous permettre de mieux vous organiser et pas vous laisser dépasser par votre envie, votre créativité, etc. Je vous remercie pour votre attention et puis à très bientôt.